Donc, comment fonctionne cette prévision hydrologique? Alors, il y a beaucoup de systèmes de prévision et il y a aussi beaucoup d'échéances de prévision et qui sont utiles pour plusieurs types de décisions. Donc, ce graphique, je suis désolée, il est peut-être la qualité n'est pas très bonne et puis elle est en anglais, mais c'est juste pour vous rappeler que tout dépend des décisions que vous voulez faire ou les utilisations de l'information. Vous vous concentrez sur des échéances qui sont différentes. Donc, par exemple, tout ce qui est gestion de crise, l'information qui sera utile, c'est une information relativement précise, une information qui est mise à jour de façon importante, donc c'est ce qui est indiqué sur le graphe en bas à gauche. Donc, on part sur des informations sur une échéance de 1 jour, 1 semaine. Par contre, si on veut faire de la planification sur l'utilisation des ressources en eau, par exemple pour l'énergie, ou l'utilisation même, là, on parle en général pas que des ressources en eau, hein, sur des ressources sur le temps, donc le vent. Là, on peut indiquer des échéances saisonnières ou même annuelles. Ce qui est intéressant dans ce graphe, donc en bas, l'axe X, c'est pour les échelles de décision. L'axe Y, ce sont des échelles de prévision. Et surtout, ce qui est important ici, c'est de voir le graphe, ce qui est indiqué en jaune dans le graphe. Ça, c'est l'indice d'incertitude qui est associé avec ces prévisions. Et vous voyez que plus les prévisions sont longues dans le temps, plus l'incertitude va être importante. C'est quelque chose à avoir dans l'esprit quand on fait une prévision hydrologique. Et donc, il y a toujours un compromis entre cette aide à la décision. On veut avoir les informations le plus tôt possible pour faire notre planification. Mais en même temps, on sait que les informations sur la prévision vont peut-être être plus incertaines. Donc, c'est ce compromis qui existe et qui est important d'avoir à l'esprit quand on utilise les outils de décision, GLOFASS en particulier, mais tous les outils de prévision. Et ici, GLOFASS, on va se concentrer sur 2 échéances de prévision. L'échéance qu'on appelle échelle moyenne, c'est de 1 à 10, 15 jours. Et l'échelle mensuelle qui est de 10 à 30 jours, ou on appelle ça aussi mensuelle ou sous-saisonnière. OK? Donc, GLOFASS va nous permettre d'avoir en un seul produit une vision sur une prévision d'échéance entre 1 et 30 jours. Donc, je vous ai parlé déjà d'incertitude. Pourquoi on a une incertitude dans les prévisions de temps? Mais vous savez très bien que l'évolution de temps, c'est un peu chaotique. Aujourd'hui, il fait beau. Est-ce que je sais ce qui va se passer demain? Non, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et une toute petite différence dans les prévisions, dans les conditions initiales, aujourd'hui, la température, l'humidité, le vent, peuvent entraîner des différences dans ce qui peut se passer dans le futur. Okay? Donc ça, c'est le concept du chaos dans la prévision de temps. Comment ce chaos peut se traduire? Alors pensez, qu'est-ce qui se passe dans le futur? On est en train de faire une prévision de temps. OK. On est aujourd'hui, on fait une prévision pour demain, le premier, ou dans 1 heure. Comme j'ai indiqué, ces petites différences dans les conditions initiales peuvent faire une petite différence dans ce qui va se passer. Le deuxième état, on a déjà des trajectoires qui sont différentes. Chacune de ces trajectoires peut aussi aller dans plusieurs trajectoires.
voyez un peu la prévision de temps comme si certains d'entre vous ont joué au flipper. Moi, je jouais au flipper quand j'étais plus jeune. Vous lancez votre balle et elle peut aller dans plein d'endroits différents, suivant la façon dont vous l'avez lancée. Donc, la façon dont vous l'avez lancée, c'est notre condition initiale. Et ensuite, la balle, elle peut aller dans plein d'endroits différents. Et c'est exactement ce qui se passe avec la prévision de temps. Et donc, ce qu'on fait pour essayer d'avoir une meilleure vision sur cette incertitude, c'est de faire des simulations, de répéter cette simulation avec des conditions initiales un peu différentes pour savoir quoi? Quelle est l'étendue de ce qui peut se passer dans le futur? Donc ça, c'est l'étendue de notre incertitude. Et ensuite, on peut calculer quelle est la probabilité d'avoir, quelle est la chance d'avoir une valeur? Est-ce qu'il y a une valeur qui se répète plus souvent qu'une autre? OK? Donc, c'est ce qui se passe dans ce qu'on aimerait, si on veut prendre une décision qui prend en compte les incertitudes. On ne veut pas avoir juste une trace, parce que cette trace, peut-être, elle peut être fausse, il peut y avoir d'autres traces. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est quelle est l'étendue des futurs possibles, quelles sont les chances d'occurrence de toutes ces étendues, et on veut aussi connaître certains des scénarios les plus sévères. Alors, si on traduit ça, ce concept un peu conceptuel en une prévision de crue ou une prévision hydrologique. Ça, alors, non, pardon, j'avais oublié autre chose. Cette façon, donc ce concept, le flipper, la prévision de temps, c'est comme notre balle de flipper, OK? On le met en place en réalité dans ce qu'on appelle la prévision d'ensemble, où on fait des simulations avec le même modèle, mais on change un petit peu les conditions initiales. Et on fait tourner ce modèle pendant plusieurs jours. Donc, ce modèle va nous donner une valeur, et une autre valeur, et une autre valeur, et une autre valeur. Donc là, par exemple, c'est un exemple sur les différentes valeurs qui peuvent se passer en allant de plus en plus loin dans le futur pour la précipitation sur les îles britanniques. Et ensuite, vous pouvez combiner toutes ces informations sur quelle est la probabilité d'avoir de la précipitation dans un endroit donné. Donc, il peut y avoir des endroits comme ici dans cet exemple en blanc. Il n'y a aucune des simulations qui nous disent précipitation. Donc, on peut dire notre probabilité de précipitation, elle est très faible. Par contre, dans ces simulations, il y a des endroits dans le nord de l'Angleterre, quasiment toutes les simulations, elles vont nous dire on prévoit une précipitation. Ça veut dire que la probabilité de précipitation est beaucoup plus importante. OK? Et quand on le traduit au point de vue hydrologique, ça veut dire quoi? On a la même chose. On a nos différentes traces, nos différentes simulations. Alors, on peut avoir la simulation la plus probable. Hop, c'est la rivière, elle est à peu près, elle est proche du débordement, mais pas plus. Ce qui peut être important, mais aussi, c'est quels sont ces scénarios, le pire de cas raisonnable. Peut-être qu'on devrait quand même se préparer pour avoir une crue importante. Parce que les conditions de maintenant, connaissant quel est l'état de notre rivière maintenant, connaissant l'humidité, la température, la région dans laquelle elle est née, la saison dans laquelle on est, la prévision de précipitation dans le futur, ben oui, il est possible d'avoir une crue. Donc, ça vous permet d'avoir des aides à la décision. Je sais que c'est un peu compliqué, ce concept de prévision d'ensemble, mais c'est vraiment au cœur du service de GLOFASS. Donc, comment elle est mise en place? De façon relativement simple. Je vous ai parlé du cœur de la prévision, du cœur du modèle hydrologique LISFLOD. Okay? On a notre modèle, on le connaît, il est calibré. On a nos prévisions d'ensemble de précipitation, de température. Le système qu'on utilise, c'est le système ICMWF qui a 51 membres, donc 51 de ces scénarios.
On utilise ces 51 de ces scénarios et chacun, on les fait tourner dans ListFlood. Et du coup, on a 51 scénarios de débit. Ici, c'est un exemple, on peut avoir un hydrogramme. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ces 51 scénarios de débit? Ça nous dit qu'au début, c'est les mêmes conditions initiales. Et ensuite, très souvent en hydrologie, comme on commence par les mêmes conditions initiales, les scénarios, ils sont très proches les uns des autres, les réponses. Okay? Donc, ça vient de la mémoire hydrologique et de ces conditions initiales. Mais ensuite, petit à petit, les scénarios deviennent plus différents. D'abord parce que les scénarios de précipitation et de temps deviennent différents, et ensuite parce que notre modèle hydrologique va avoir justement, va réagir de façon différente à tous ces scénarios. Mais le fait d'avoir cet ensemble de scénarios, ça nous permet, comme je l'ai déjà dit, d'avoir une idée de la plage de futurs possibles, et ça nous donne plus d'idées sur la robustesse et la chance d'avoir un certain scénario. Okay. Donc, c'est vraiment cette idée de likelihood en anglais, savoir cette probabilité que quelque chose risque de se passer. Donc, comme on avait 51 membres de forçage météorologique, on va avoir 51 membres de simulation de débit. Ce processus, il est répété une fois par jour. Donc, chaque jour, vous avez une autre valeur, un autre de cet ensemble hydrographe, mais qui va commencer un jour plus tard. Et toutes ces simulations, toutes ces valeurs de débit, 51 fois 30 jours, elles sont mises à disposition. Donc, si vous voulez les utiliser dans vos modèles comme données d'entrée ou pour créer d'autres produits que ce que nous, on met à disposition, c'est tout à fait libre. OK? Donc, c'est mis à jour. Chaque jour, vous avez un nouvel ensemble. Et cet ensemble, il est disponible partout dans le monde, pas seulement sur ces points de signalement. Les points de signalement, c'est seulement là où on a créé un produit graphique qui vous permet d'avoir un résumé de ces valeurs. Les autres points, les valeurs existent, mais on n'a pas fait de résumé qui sont disponibles sur le site web. D'où cette importance d'avoir plus de points de signalement si ces informations sont importantes pour vous. OK. Donc, on a dit, là, voilà, on a 51 valeurs de débit. Comment on va pouvoir savoir si effectivement il va y avoir une crue ou pas? Donc, ce qui est important dans une prévision de crue, évidemment, la valeur de débit est importante et beaucoup d'utilisateurs regardent ces valeurs. Mais rappelez-vous qu'il peut y avoir des biais dans nos prévisions hydrologiques parce que notre modèle n'est pas calibré, parce que notre modèle est calibré sur une toute petite période, parce que notre modèle a des processus simplifiés. Mais ce qui est important, c'est les prises de décision, des seuils de prise de décision. Et on va vouloir comparer ces prévisions futures avec ces seuils de crue de prise de décision. Donc, la vraie question dans une prévision de crue, c'est est-ce que des débits critiques sont dépassés? Donc là, j'ai 3 exemples. Mon débit de critique est bas. Ça, c'est notre ensemble de simulations. Donc, si ce débit de critique, si ce seuil de crue est dans cet endroit, cette ligne rouge, il y aura presque certainement un problème. OK? Parce que toutes nos simulations du futur nous disent que notre débit sera au-dessus de ce débit critique. OK? Donc, la probabilité d'être au-dessus du débit critique est 100%. On pense qu'il va y avoir un problème. OK? Si le débit critique est ici, vous voyez qu'il y a quelques scénarios qui nous disent qu'il va être dépassé, surtout après 3-4 jours.
La plupart des scénarios nous disent qu'en fait, ce débit critique ne sera pas dépassé. Donc, comment on interprète cette valeur? On dit, ben voilà, si le seuil de critique est ici, il peut y avoir un problème dans le futur. OK? Il y a des chances d'avoir un problème. Elles ne sont peut-être pas super importantes. Il y a peu de chances dans les premières 48 heures ou 72 heures, mais il y a quand même des chances d'avoir un problème. Et si notre seuil n'est pas du tout dépassé, il n'y a pas de problème. Le risque d'avoir un problème est limité. Okay? Donc, c'est comme ça qu'il faut interpréter ces probabilités. Et ces probabilités, ces seuils de crue, vous pouvez imaginer qu'il y a deux façons de les définir. La façon la plus logique et qui est utilisée de façon locale, ce sont des seuils de crue qui représentent des vraies valeurs. On atteint ce niveau dans les bords de la rivière, on atteint ce niveau au niveau d'un pont, par exemple. Dans GLOFASS, évidemment, on ne connaît pas toutes ces valeurs. Okay? Donc, elles ne sont pas disponibles à l'échelle globale et on est obligé, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des seuils de décision qui nous paraissent intéressants, qui nous paraissent informatifs, mais qui vont être calculés dans l'espace GLOFASS. Donc, comment on fait ça? Notre modèle hydrologique, je vous l'ai dit, est calibré partout. Et on a aussi 40 années d'observation météorologique. Enfin, je dis d'observation, on utilise des réanalyses. Donc, excusez-moi, on peut créer une simulation de débit journalier de 40 ans. Et on dit, voilà, c'est ce que GLOFASS pense qui se passe dans ce point de la rivière. Ensuite, on peut faire des statistiques. Et on utilise 4 seuils qui sont associés aux périodes de retour. Et en général, on utilise les valeurs de 2 ans, 5 ans et 20 ans de période de retour. Donc, ça va être nos seuils d'événements dans notre monde GLOFASS. Et pour éviter justement que des biais dans notre simulation influencent la qualité de ces seuils et plutôt la pertinence de ces seuils, on utilise ces valeurs simulées pour définir nos seuils de période de retour. Si vous imaginez que vous avez un biais, l'ISFLOD surestime sans arrêt les simulations. L'ISFLOD va surestimer à la fois dans notre simulation de longue échéance du passé et va aussi faire la surestimation dans le futur. Donc, quand on compare les deux, en fait, cette surestimation n'importe plus. Donc, on a 2 simulations cohérentes qui sont comparables et c'est ce qu'on utilise comme notre seuil d'événement. OK? Ça, c'est juste un graphique pour vous rappeler que comme on a ces simulations partout dans le monde, on peut faire un calcul de seuil partout dans le monde. Et ce sont ces valeurs qui sont utilisées pour mettre en avant ces points de signalement, pour mettre en avant des signaux de crue. OK? Donc, on revient à notre hydrogramme. On a fait notre simulation. On a 51 valeurs de débit pour les prochaines 30 jours. Ça, c'est dans le monde de l'ISFLOD. Et on a aussi nos débits de seuil GLOFASS. Jaune, 2 ans. Rouge, 5 ans. Violet, 20 ans. Donc, on regarde qu'est-ce qui se passe sur notre échéance. Est-ce que notre simulation dépasse ces valeurs seuil? Oui, on voit par exemple sur cet exemple qu'il y a une probabilité de dépasser notre crue de 20 ans de période de retour. Et cette probabilité la plus grande dans les 30 années, dans les 30 jours à venir, c'est de à peu près 77%. Donc, ce qu'on a fait, vous vous rappelez, on peut faire cette simulation partout dans le monde. On regarde le pixel
qui correspond à ces 51 valeurs, et on le colore par rapport à ce seuil. Donc, si le seuil le plus grand dépassé ici de 20 ans a une probabilité importante, on dit, ah ben voilà, on va colorer en violet ce pixel, parce que dans ce pixel, notre prévision, elle nous dit que le débit futur va dépasser cette valeur seuil. Et vous voyez, on peut créer cette carte partout dans le monde qui est colorée par rapport à où se trouve cet ensemble de simulations par rapport à ces trois seuils. Et si l'ensemble de simulations est sous les seuils, on ne fait pas la couleur. Okay. Maintenant, il y a un petit bémol, c'est que pour éviter que la carte soit coloriée partout et qu'elle ne puisse pas mettre en avant les grandes rivières, on ne met une couleur que si le point de la rivière correspond à une superficie de plus de 1000 km². OK? Donc ça, chaque point a ses 51 valeurs pour les 30 prochains jours. On les compare à nos trois seuils et on met en couleur la valeur pour créer une carte de probabilité de risque de crue. Pour les points de signalement, et Gurpreet va vous la présenter plus en détail tout à l'heure, on a un résumé de l'ensemble. Donc, à la place d'avoir ces 51 courbes, on a un résumé en ensemble boîte à moustache qui vous permet d'avoir quelle est la médiane de la simulation, quels sont les quartiles et quelles sont les valeurs maximales sur tous les pas de temps de prévision qui sont, je vous le rappelle, journaliers. OK? Donc, ces points de signalement de crue mis en avant. On avait cette carte de probabilité qui est là à gauche. On ne peut pas la renseigner. Elle vous donne des informations sur la plupart du réseau GLOFASS pour vous dire quelles sont les régions où on indique les plus gros risques de crue avec en mise en avant les dépassements de 20% en violet, 20 ans de période de retour en violet, 5 ans de période de retour en rouge, 2 ans de période de retour en jaune sur toute la carte partout dans le monde. Ensuite, ces fameux points de signalement. Je vous ai dit qu'il n'y en avait pas partout. Mais s'il y en a, on a nos points de signalement. Ici, on en a deux. On en a un qui en fait correspond à un endroit, vous voyez, où en fait il n'est pas mis en avant sur notre probabilité de risque de crue. Il va rester un petit point, un carré gris. Par contre, il y a un autre point de signalement où il y a une probabilité de dépasser la période de retour 2 ans et il va être transformé en un petit triangle. Et Gurpreet va vous expliquer plus en détail comment on regarde ces triangles. Donc, tous les points de signalement vont être transformés ou ils ne vont pas changer de couleur ou bien ils vont indiquer, oui, il y a un endroit de crue. Ça, c'est la première chose qu'on veut. On regarde les points de signalement et on ajoute un symbole de prévision de crue. Ensuite, s'il n'y a pas de point de signalement dans la région, on veut informer les gens sur la prévision future. Donc, on va transformer sur certains points tactiques du réseau, là où le signal de crue est le plus important. On va regarder ces hydrogrammes. On a notre probabilité dans les 30 prochains jours et on les transforme en un petit symbole. Pourquoi ils sont importants? C'est parce que ces symboles, on peut cliquer dessus pour avoir une information. Ah, j'ai oublié de le mettre. Mais Gurpreet va vous l'indiquer. Quand on clique sur ces symboles, on peut avoir ces prévisions de crue, ces 51 membres transformés en boîte à moustaches qui vous montrent quand est-ce que la pointe de crue est prévue. OK? S'il n'y a pas de point de signalement, le signal aujourd'hui est fort
à cet endroit, mais demain, il est fort dans un autre endroit. Ces points peuvent disparaître à la prochaine prévision. C'est pour ça que ces points de signalement sont assez importants. Un autre produit qui existe, c'est que on sait que souvent, ce qui est important de connaître, c'est aussi le risque d'inondation. Et quand je parle d'inondation ici, je parle le risque d'avoir de l'eau à l'extérieur du lit mineur de la rivière. Okay. Donc, on a un produit qui permet de mettre en avant l'étendue d'inondation les plus grandes possibles, comme prévu dans GLOFASS, qui est déterminé pour les points de rivière de plus de 500 km² qui ont un signal de crue de plus de 10 ans de période de retour. Donc ici, un exemple, c'était la carte de dépasser les 20 ans de période de retour, OK, qui est relativement forte. Et sur ces endroits, il est prévu, on indique quelle est l'étendue des champs d'inondation possible qui correspondent à ces simulations. C'est un peu technique, je ne vais pas aller dans les détails, juste pour vous dire que ces champs d'inondation sont calculés en avance en utilisant un modèle hydraulique. Ce sont des cartes à 90 mètres de résolution. Donc, on a déjà tout un catalogue de ces cartes d'inondation possibles correspondant à des sévérités de crue qui diffèrent. Et c'est pour donner une idée, et ces cartes sont disponibles de façon ouverte aussi. Donc, on a carte de catalogue, on a nos prévisions GLOFASS, et ça nous permet, puisque c'est beaucoup trop de temps de calcul de faire tourner un modèle hydrologique sur tous nos 51 membres d'ensemble partout dans le monde, on utilise ces catalogues pour avoir une idée très rapide de ce que pourrait être l'étendue maximale de crue. Et ces cartes d'étendue maximale de crue sont utilisées pour avoir une vision globale de quel pourrait être l'impact de ces crues au point de vue de impact sur la population, le nombre de populations qui existent dans ces régions qui sont prévues d'être inondées et quel est le temps d'échéance du pic de crue. Donc, pour simplifier, et Gurpreet va vous décrire plus en détail ces cartes de prévision, ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir très rapidement sur des régions administratives existantes, est-ce que GLOFASS prévoit un impact fort sur les populations de crues par rapport à ces prédictions. Et ça peut être parce que les prédictions sont à court terme ou parce que ça va impacter un grand nombre de populations. Et ces cartes sont coloriées par rapport à une matrice de couleurs qui indique un risque, l'impact le plus important est en rouge. Et s'il y a peu d'impact, les régions restent grises. Donc, pour résumer ce que je vous ai décrit, comment fonctionne cette chaîne de calcul GLOFASS, ce qu'on fait tous les jours, on a nos données météo qui vont nous représenter des conditions initiales jusqu'au jour de la prévision. On utilise la réanalyse ERA5 et un premier jour de prévision. Donc, on a quel est l'état de nos météorologique jusqu'à maintenant et quel est l'état météorologique futur. Et je vous ai déjà expliqué que c'est une prévision d'ensemble. Donc, on a 51 valeurs.
On les met en données d'entrée du modèle hydrologique qui nous donne 51 valeurs partout dans le monde de nos débits et nous permettent aussi de faire une évaluation à partir de nos données de réanalyser des conditions initiales. Donc, on a quelle est notre meilleure estimation de la condition initiale débit, mais aussi humidité du sol au début de la prévision, plus nos 51 valeurs dans les 30 prochains jours. Ces valeurs de débit sont transformées en produits. Ces produits, ce sont ces cartes, ce sont ces résumés hydrographiques qui sont disponibles dans les points de signalement, qui sont mis à disposition par rapport à une interface web. Mais aussi, je l'ai indiqué plusieurs fois, on met à disposition toutes ces valeurs, ces données de débit, ces valeurs en mètres cubes par seconde partout dans le monde à disposition et on a plusieurs services d'accès de données, en particulier en utilisant le Copernicus Climate Data Store qui a une interface web qui permet de récupérer les données de façon très simple. Okay. Donc, en résumé, GLOFASS, c'est un service de prévision hydrologique gratuit, accessible à tous via une interface web. Une prévision d'ensemble à 30 jours, mise à jour chaque jour partout dans le monde. Un modèle hydrologique, les cartes hydrospatiales, les paramètres calibrés partout dans le monde, disponibles sur demande, ou pour que vous utilisiez exactement la même configuration et faites votre mini GLOFASS, ou bien pour faire la calibration vous-même sur vos propres données locales. Et des cartes et des produits qui indiquent les risques de crues à venir.